Ah, qu'est-ce qui se passe? J'avais Attends, oublié j'ai de un lancer petit. l'enregistrement, du coup, l'enregistrement est lancé. Ah, d'accord, ok, ça y est. Donc, du coup, ça a mis du temps à passer sur là. C'est bon, on y est. Bon, il manquera l'introduction, du coup. Je pourrais la réenregistrer si vous voulez. Mes excuses. Euh, donc, donc, Lazarine Nègre, je reviens avant d'attaquer, de rentrer dans le vif du sujet sur la variété de son écriture. Je vais rapidement passer sur son parcours de vie, qui me semble important, hein. Je pense qu'il faut vraiment avoir à l'esprit la vie mouvementée de Lazarine pour comprendre son écriture aussi. Donc, elle est née le 25 juin 1848 à Manosque. Donc, c'est une base alpine, dans une famille de paysans modestes, hein. Ce n'étaient pas des grands propriétaires terriens, bien au contraire. Comme beaucoup de jeunes filles de son âge, elle se marie à l'âge de 15 ans, chose courante dans ce milieu-là à l'époque, malheureusement, donc le 7 octobre 1863, avec Eugène Pourcin. Eugène Pourcin qui lui-même est issu d'un milieu modeste, qui a lui-même aussi été paysan et qui est âgé de 30 ans à l'époque. Donc, vous voyez la différence d'âge, hein, chose courante aussi pour la période, et qui se trouve être, plus tard, il sera en tout cas l'oncle maternel de Jean Giono, ce qui peut avoir des répercussions d'ailleurs dans la relation que Giono aura avec le Félibrige et Mistral notamment. Le couple aura un enfant, Auguste Lazare Henry, en 1873, mais cet enfant décède à l'âge d'1 an. C'est un véritable traumatisme dans la vie de Lazarine et cela va marquer son écriture, hein, marquer profondément son écriture. Ce mariage a été un mariage difficile, compliqué pour cette jeune fille de 15 ans, bien sûr, qui a été arrachée à sa famille, une famille aimante, une famille douce. Elle y revient dans ses textes sur cette famille-là, ce paradis de l'enfance, j'allais dire. Ce Eugène Pourcin se trouve être un personnage assez détestable, violent, qui se comporte mal avec sa femme, qui considère qu'une femme doit être un simple valet, hein, une femme espace qu'une varlée, comme disent Lazarine dit ces textes, donc quelqu'un qui finalement enferme, réduit sa femme au statut donc de serviciale, de servante au foyer. Euh, on comprend bien que Lazarine donc, a vécu plus de 20 années de sa vie donc, dans cette situation difficile. En 1884, il se trouve que la loi Naquet permet de divorcer plus facilement, en tout cas rétablit le divorce. Et ensuite, en 1886, la procédure est simplifiée. Donc, il est possible pour les femmes à nouveau de divorcer, et puis il sera plus simple de le faire en 1886, et ensuite encore les choses seront aménagées. Lazarine n'attend pas, hein, et en 1887, elle demande le divorce, donc ce qui n'est pas non plus une chose très courante à l'époque. Et elle arrive à obtenir un divorce en sa faveur. Voilà la transcription du divorce que l'on retrouve aux archives d'Aix-en-Provence. Divorce de Antoine Eugène Pourcin avec donc Nègre Madeleine Lazarine. Après ce divorce en 1887, qui a été obtenu donc en sa faveur, elle décide de quitter Manosque avec sa sœur Rosalie et elle s'installe donc à Marseille où elle va. Qu'est-ce qui se passe à nouveau? La vignette ne veut plus défiler. Oui, alors ça arrive parfois avec PowerPoint. Ah, Moi ça m'arrive régulièrement dans mes cours, il faut sortir de PowerPoint et revenir. Arrêter de partager et carrément. revenir. Ouais. Arrêtez de partager, sauf que le problème, c'est que je n'ai même plus de souris. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux faire là? Je suis désolé, Peut-être. vraiment. Mais Je Cécile, n'arrive si même tu es pas à voir le co-host, curseur. Cécile, tu peux peut-être arrêter Ouais, le partage d'office. oui, je pense, ouais. Mince. Ça, c'est les joies de l'informatique. Là, j'ai plus du tout accès. En fait, c'est comme si c'était figé, hein. Voilà. Ouais, Ah, là, c'est ça marche. normal. Ok. Là, aquí sont toutes. Et là, tu relances ton PowerPoint. Tu repartages l'écran. D'accord, ok. J'espère que ça va pas se produire X Tadam. fois.
Voilà, c'est bon. Donc, je passe à la suivante. C'est bon, vous l'avez. On va y arriver. Donc, Lazarine, ici, dans son commerce à Marseille, où elle s'est installée après avoir quitté Manosque, au marché des Capucins. Donc, elle va tenir un magasin de volailles. Vous voyez les volailles qui sont empilées derrière, avec sa sœur Rosalie, qui elle-même vit seule. Elle a un fils de père inconnu qui s'appelle Baptistin. Elles vont élever ce fils toutes les deux et refaire leur vie. Donc, Lazarine et sa sœur Rosalie à Marseille, en tenant ce commerce au marché des Capucins, quartier de Noailles actuellement, pour ceux qui connaissent Marseille. Donc, on voit une nouvelle vie qui démarre pour Lazarine. Une vie de labeur, hein, ce sera difficile puisqu'il faudra tenir le commerce. Il faudra trouver les moyens de subvenir à cette famille. Espérant, ouais, je crois que voilà, c'est bon. À côté de son parcours de vie, il est important de voir que Lazarine est un personnage qui est lié depuis très longtemps à l'écriture, à la pratique de l'écriture, j'allais dire, sous diverses formes. Alors, tout d'abord, en français, on a de nombreuses traces d'une écriture ancienne dans la vie de Lazarine, à travers des manuscrits qu'elle a pu laisser, et j'y reviendrai dessus plus tard. Une écriture en français, beaucoup de poèmes en français qu'elle écrit déjà à l'époque où elle est mariée à Eugène Pourcin. Alors, ce qui nous intéresse, nous, bien sûr, c'est plutôt l'écriture en provençal, en Languedoc. Il faudra attendre un déclic plus tardif, un déclic qui va la motiver à écrire en provençal. C'est elle en tout cas, qui présente les choses de la sorte. Elle dit qu'elle se met à passer au provençal dans son écriture après avoir entendu Xavier de Fourvière, le fameux. Il était connu pour ses prêches en provençal. Hein, il traversait l'espace provençal en long, en large et en travers, j'allais dire, pour diffuser la bonne parole en provençal. Il était connu pour ses prêches qui étaient de véritables poèmes, hein, des trosses des poésies en Languedoc. Je cite Lazarine dans une lettre à Frédéric Mistral à propos de son passage au provençal. Un soir, j'entrais dans l'église Saint-Laurent à Marseille. Il y avait un prédicateur, le père Xavier, qui prêchait en provençal. J'ai pris une chaise et je suis allé m'asseoir presque en face de lui. Buen dia, c'était la première fois que je sentais tout ce qu'il y avait de beau dans notre langue provençale. J'allais ensuite à tous les sermons, laissant la maison voguer de travers, puis écouter la création du monde. Voici comment l'envie d'écrire en provençal m'est venue. Donc, cette lettre est bien connue, elle a été étudiée notamment par Claire Frédéric, j'y reviendrai. De nombreuses lettres, des échanges avec Frédéric Mistral, puis avec Paul Arène, dans lesquels on voit son lien avec la Languedoc. Elle se rapproche du Félibrige, mais aussi des poètes de l'Escole de la Mare, hein, donc tout le milieu, j'allais dire, des afougas de la Languedoc à Marseille, qui sont un petit peu en désaccord d'ailleurs avec Mistral et avec le Félibrige sur la question de la normalisation de l'écriture en provençal. Voici par exemple des documents. Voici une lettre. Alors je remercie Annie Robert, je crois, qui participe à cette communication, qui fait partie de la famille de Lazarine, de m'avoir laissé, en tout cas, de m'avoir transmis des documents familiaux. Voici par exemple une lettre dans laquelle on voit que Lazarine a été nommée, proclamée, proclamade Félibres Manteneiris. Donc voilà sa place dans le Félibrige qu'elle va obtenir. Des liens avec Xavier de Fourvière, elle disait que c'était lui qui était à l'origine de son déclic, de son passage au provençal. Ensuite, elle va entretenir une relation épistolaire et puis des visites régulières avec Xavier de Fourvière. On la voit évoluer dans ce milieu-là. L'Escole de la Mare, autre domaine, autre milieu, un petit peu différent du milieu du Félibrige, dans lequel aussi Lazarine a toute sa place. Par exemple, ici, dans un extrait de la revue félibréenne, donc c'est un extrait dont j'ai pu me procurer, où on voit que Lazarine participe au banquet annuel de l'Escole de la Mare, soirée littéraire, mentionnant un brin de provençal de Mistress Mary White, auquel a répondu Lazarine de Manosque avec sa verve abondante, imagée, savoureuse. Donc on voit la place que tend à occuper Lazarine dans le domaine des lettres d'oc, variées aussi en Provence à cette époque-là. Mais c'est donc bien à Marseille, dans sa nouvelle vie marseillaise, qu'elle va trouver un espace véritablement d'expression en provençal, à travers un journal populaire marseillais, La Sartan. Alors voici l'un des exemplaires que vous pouvez consulter au CIRDOC. C'est un journal donc populaire fondé par le républicain Pascal Cros, qui est vendu à la sauvette, dessous le journal, et dans lequel Lazarine publie assez régulièrement, hein, on a pu le constater, des pièces diverses
bien sûr, en Languedoc. Voici par exemple l'une de ses pièces fameuses, Le Temps des Amours, Le Temps des Murs, qui est une adaptation en 1891, une adaptation révirade, traduction à la façon de Lazarine, de la chanson célèbre Le Temps des Cerises, chanson hymne des communards. J'y reviendrai un petit peu dessus ensuite. Elle écrit également, donc on voit la variété d'espaces d'écriture et de publication. Elle écrit également et elle publie dans des journaux qui sont en lien avec sa vie manosquine et avec ses origines basalpines. Par exemple, le Sisteron Journal, dans lequel ici on voit un texte de Lazarine dédié à Paul Arène. Là aussi, un journal de tendance républicaine de gauche, affirmé. C'est un élément important aussi de la vie de Lazarine. Bien sûr, elle publie dans l'Aïoli, puisque Frédéric Mistral lui ouvre les portes du journal du Félibrige, notamment en première page ici de l'Aïoli avec la nouvelle Les 4 aveugles des Manosques en 1897. Donc, depuis son déclic, après le prêche de Xavier de Fourvière, on voit comment Lazarine, véritablement, occupe l'espace de la création littéraire occitane à travers les différents, j'allais dire, journaux, périodiques, revues qui sont à sa disposition. Où trouve-t-elle le temps d'écrire alors qu'elle a une vie véritablement professionnelle remplie avec son métier de vendeuse de volailles? Elle l'écrit aussi dans une lettre à Mistral. Il y en a qui disent « Je fais des vers à temps perdu ». Eh bien moi, c'est à temps volé que je fais des vers. Je pense que cette phrase est importante. Il m'a toujours fallu gagner ma vie. Heureusement pour moi, quand la muse frappe au fenestrum de ma cervelle, elle me souffle très vite ce qu'elle veut me faire dire. Sans cela, je n'écrirai jamais. On voit ici le contexte d'écriture de Lazarine, qui est une femme active dans la société, mais qui a pu donc trouver un espace d'écriture. Sans un travail posthume afin de rassembler l'ensemble de ces textes, de ces écrits, on le voit, publiés sous diverses formes et dans divers journaux, peut-être que cette œuvre de Lazarine serait aujourd'hui bien moins connue. C'est un travail donc de recueil de la plupart de ces textes majeurs qui a été réalisé par sa sœur Rosalie, qui a été soutenue et saluée par Frédéric Mistral, une publication posthume, Les Remembrances, dans lequel vous trouverez la plupart des poésies, des proses et même des lettres de Lazarine, donc publié en 1903 chez Rua. Malheureusement, cet ouvrage a été longtemps donc introuvable de nos jours, et on possède aujourd'hui une nouvelle édition en 2007 qui nous permet d'accéder, donc avec traduction en plus et notes de Jean-Yves Royer, qui nous permet d'accéder à ces textes. L'idée de Remembrance, d'un recueil de l'ensemble de ces pièces variées, Lazarine l'avait certainement eu à l'idée avant de mourir. Elle le dit aussi à Frédéric Mistral, « Si ce n'était que le temps me manque, quel joli livre de Remembrance je pourrais faire ». Et donc, sa sœur Rosalie a réussi à poursuivre ce travail. Aujourd'hui, nous connaissons Lazarine, il est important de le souligner tout de même, à travers le travail de Claire Frédéric. Je cite son ouvrage « Une femme émancipée au XIXe siècle » dans la revue des Alpes de Lumière, qui est un petit peu donc l'étude la plus complète que nous possédions, notamment étude des lettres à Frédéric Mistral, qui sont fort intéressantes pour les liens qu'entretenait Lazarine avec le Félibrige. On peut citer également, puisqu'en plus elle participe à la communication, je la salue, Rose de Blain-Mioche, qui a publié de nombreux articles sur Lazarine et qui a mis en valeur aussi, à travers le projet Vide en ligne sur Occitanica, donc le parcours de vie de Lazarine de Manosque. Mais il y a également une partie de son œuvre qui est peu connue ou qui est méconnue, puisqu'elle n'a pas été publiée dans aucun journal, dans aucune revue, puisqu'elle n'a pas été ensuite compilée à travers ce travail d'édition des Remembrances. C'est la partie de l'œuvre de Lazarine demeurée manuscrite. On a la chance d'avoir cette partie manuscrite et de conserver aux archives départementales de la ville de Digne, puisque la famille de Lazarine, dont fait partie Annie Robert, a transmis ces documents aux archives. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des textes manuscrits sont des textes en français. Donc, on voit ici une espèce de contradiction. Écrire en français pour Lazarine n'était pas, en tout cas, ne lui a pas permis d'accéder à l'édition. Par contre, les textes en provençal, eux, dans leur grande majorité, ont été publiés, édités. Donc, on a 2 cahiers manuscrits en français qui rassemblent principalement des poèmes, un cahier sans titre précis et un second cahier intitulé « La Muse du Mont d'Or »,
par allusion à la colline du Mont d'Or qui donne son nom à la ville de Manosque aussi. Voici par exemple la première page du cahier de poèmes intitulé La Muse du Mont d'Or, où l'on voit d'ailleurs, et c'est intéressant, hein, Lazarine Nègre, autrefois Lazarine Pourcin, hein, vous voyez le nom de son ancien mari qui a été raturé. Donc on voit que Lazarine a commencé ce cahier de poèmes à l'époque où elle était encore Lazarine Pourcin, et elle a gardé, conservé ce cahier, et elle a bien pris soin ensuite de raturer, bien sûr, et de retrouver son nom de jeune fille. Mais il y a également une pièce en provençal dans ces manuscrits qui nous intéresse et dont je vais revenir dans cette communication, sur laquelle je vais revenir dans cette communication, une pièce de théâtre manuscrite, inédite, en provençal, qui a été mentionnée par Claire Frédéric et qui était connue. Mistral en parle notamment dans certaines lettres, mais elle n'a jamais été diffusée et publiée. La pièce de théâtre s'appelle Amour des Maires. C'est un drame en 4 actes, comme vous voyez sur le titre, per Lazarine de Manosque, et fut écrit en 1896. C'est une pièce de théâtre qui retrace le mariage difficile de Lazarine, son traumatisme de la perte de son enfant. C'est une pièce de théâtre biographique. Voici par exemple un scan où vous voyez donc, ce manuscrit qui est très bien conservé et sur lequel on peut lire cette pièce en provençal. Alors, après avoir embrassé un petit peu l'ensemble des supports à notre disposition, après avoir fait un état des lieux un petit peu de ce que nous connaissons et ce qui est à disposition du chercheur à propos des textes de Lazarine, je souhaitais donc rentrer un petit peu dans les détails et vous faire proposer un petit voyage, une exploration à travers les différentes formes d'écriture de Lazarine. Tout d'abord, donc, la poésie, puisque c'est en poésie que Lazarine commence à écrire, en français, puis en provençal ensuite. Les premiers textes en français, certains sont connus, puisqu'ils ont été diffusés on les retrouve dans le travail de Claire Frédéric, notamment ce texte engagé. Ah, tout beau, chers messieurs de la réaction, non, vous n'aurez jamais la satisfaction de la priver du droit de vous dire sa haine. Dussiez-vous l'exiler aux enfers de Cayenne, elle dirait bien fort mon sang républicain se révolte à l'affront qu'on fait au genre humain. Alors, il y a beaucoup de textes de cette veine dans les cahiers manuscrits que l'on trouve aux archives, des textes engagés, des textes politiques qui répondent aussi à des événements politiques du moment, des textes clairement républicains engagés à gauche. Son engagement républicain, on le connaît pour Lazarine, en tout cas sur la fin de sa vie, elle est clairement affichée comme une fée libre rouge. Mais dès 1878, donc déjà à l'époque de son mariage, où elle était encore donc Lazarine Pourcin, nous savons qu'elle écrit et qu'elle s'engage dans des textes à tendance politique. Par exemple, nous avons trouvé dans ce cahier manuscrit un texte qui salue l'édition de l'œuvre du fait libre rouge Rémy Marcellin, Bontemps, une série de poèmes républicains écrits contre l'ordre moral et le gouvernement tendance monarchiste. Ce poème manuscrit témoigne donc de l'attachement de Lazarine aux idées républicaines, de son lien peut-être. Alors il va falloir creuser comment Lazarine a eu accès au texte de Rémy Marcellin. Il faut savoir que les poèmes de Rémy Marcellin ont été édités à plus de 3000 exemplaires, donc ça a été un véritable succès à l'époque. Donc Lazarine a lu ces poèmes et en retour a écrit un texte pour saluer ce travail. Il y a également une lettre de Lazarine de Pourcin qui est conservée à la bibliothèque Inguibertine de Carpentras, dans le fond de Rémy Marcellin. Donc, nous savons que Lazarine a écrit une lettre pour aussi saluer ce travail. Donc, son écriture en poétique en français d'abord, est donc liée à son engagement politique dès 1878. On va voir que dans ces textes en provençal, il y a aussi, bien sûr, cette marque-là. Alors voici par exemple, vous le voyez, la photographie du texte dédié à Rémy Marcellin, auteur du Bon Temps, poésie provençale, dans lequel, je ne rentre pas en détail, je n'ai pas le temps, Lazarine développe justement toute une réflexion sur la liberté et la République. C'est bon, tout le monde suit? Des fois, quand on est seul devant son ordinateur, des fois on a des doutes, on se demande si on n'est pas en train de parler tout seul. En tout cas, ses convictions républicaines vont la conduire naturellement à se rapprocher de Pascal Cros, dont j'ai déjà parlé en introduction, et de l'équipe de la Sarthan.
Il faut savoir que Pascal Cros commença lui à écrire en provençal dans le Tron de l'Air dès 1877, autre journal marseillais, qu'il fit de la politique avec Anti de Boyer et Clovis Hugues, donc des animateurs de la commune de Marseille, et qu'il se rendit en Amérique pour étudier la condition des travailleurs américains. Je renvoie aux travaux de Claudie Barsotti, par exemple, sur ces personnages-là. Parmi les textes que Lazarine fournit pour la Sarthan, nous remarquons une belle adaptation de la chanson des communards, j'en ai parlé, Le temps des cerises. Alors, il faut savoir que là aussi, on est dans la veine de l'écriture politique. Cette adaptation, cette traduction paraît le 17 octobre 1891 et ce texte constitue, il me semble, l'une des rares versions occitanes de la célèbre chanson de Jean-Baptiste Clément. Il y a aussi, bien sûr, l'adaptation de Joseph Darbo, la Canson gardienne, sur la mélodie, la rythmique de la chanson du temps des cerises, mais la thématique est assez différente. Avec son Lutin des Amours, Lazarine ne s'éloigne pas du texte original, et en fait, elle reprend l'hymne de la Commune de Paris en s'inscrivant pleinement dans la thématique politique. Il faut savoir que lorsqu'elle publie le texte dans la Sarthan en 1891, le souvenir des barricades dans la cité phocéenne est encore vif. Et Pascal Cros écrit d'ailleurs dans ce même journal des lettres, notamment une lettre ouverte au préfet pour justement restituer la mémoire de la commune de Marseille. Alors, par exemple, un texte où Saint-Trophime, puisque la statue de Saint-Trophime avait perdu sa tête lors des événements de la commune, Pascal Cros évoque Saint-Trophime et qui demande qu'on lui restitue sa tête, mais c'est en fait un travail de mémoire sur la commune marseillaise. Donc Lazarine, en adaptant l'hymne de 1871, 20 ans plus tard, s'inscrit dans cette ambiance générale à travers les colonnes de la Sarthan. Voici l'Autain des Amours. Couresserem mai au temps des amours, voudrions un cueillir sur le gros buisson à l'île d'Hilerbette. Nous aviez fleuri la margaridette, et une autre flour qu'a perdu le nous. Couresserem mai au temps des amours, voudrions l'ipita comme une passerou. On a envie de la chanter tellement elle colle à la rythmique, à la mélodie, à l'ambiance de la chanson originelle du temps des cerises. Alors, c'est intéressant de s'attarder un petit peu sur l'adaptation. L'Autain des Amours, les mûres et non pas les cerises, un fruit bien plus sauvage peut-être. On pense à la tache rouge des mûres, la tache parfois presque noire, qui peut évoquer bien sûr aussi la commune de Marseille et la commune de Paris derrière. La chanson de Jean-Baptiste Clément avait été écrite avant les événements de la commune. Ce n'est pas une chanson à proprement parler qui a été pensée et voulue pour devenir une chanson révolutionnaire, mais elle l'est devenue puisqu'elle a été reprise ensuite. Et puis parce que ce Jean-Baptiste Clément, bien sûr, avait des idées bien ancrées à gauche. Ce que fait Lazarine ici, c'est qu'elle reprend le cadre de cette chanson. Peut-être qu'elle l'adapte à sa façon. En tout cas, on y retrouve une dimension un petit peu plus provençale, une évocation de la nature qui semble plus réaliste par rapport à la chanson de Jean-Baptiste Clément, qui propose un décor un petit peu plus classique, j'allais dire. J'insiste sur les amours qui, pour moi, renvoient au buisson épineux, le buisson épinus, le bartas. Et derrière, il y a l'agalancier, la fleur d'églantier, qui était le symbole du 1er mai avant que l'on le remplace par le brin de muguet. Donc, cette chanson, cette adaptation provençale est assez réussie et s'inscrit vraiment dans le respect de la chanson originelle. En tout cas, marque ici l'engagement de Lazarine à travers sa poésie et son lien avec la Sarthan. Évocation de la nature que l'on retrouvera toujours dans sa poésie. Alors, je ne vais pas citer tous les poèmes qui évoquent la nature, mais la nature est très présente dans la poésie de Lazarine. Une nature qui lui évoque bien sûr Manosque, la Provence basalpine. Alors, par exemple, ici, une série de poèmes saisonniers qui reprennent une thématique tout à fait romantique, mais à travers lesquels on a encore une dimension un petit peu de chanson populaire, et en tout cas à travers lesquels Lazarine évoque son enfance et quitte peut-être Marseille pour retrouver le Manosque de ses origines. De très beaux textes, toujours avec une forme très régulière, notamment ici ces deux petits poèmes, l'un sur le printemps et l'autre sur l'automne. Salut printemps que fas bouquet des pertus et visquet des flours.
Tout nous crée de vive l'amour, dit Prade sur Libranquette, de la poulie de Dindoulette à sonna lourde au retour. Salut printen che fas bouquet des pertus si visque des flours. I pauri malau fan risette si sentum puges de dolor, d'espè que ta douce calour. I fas sortir de sa chambrette, salut printen che fas bouquet. C'est quasiment une canson tournamai populaire. Je voulais aussi vous montrer, vous évoquer, peut-être le connaissez-vous, ce poème Amunchichibu, qui est un texte dans lequel Lazarine mélange justement évocation de la nature, mais aussi peut-être dimension politique, puisque c'est un texte qui évoque la liberté, la soif de liberté, le fait de briser ses chaînes, de quitter les cages, briser les chaînes et quitter les cages. Lazarine connaît bien cette problématique. Amunchichibu, le chichibu en provençal, c'est le bruant ortolan en français, un oiseau qui est utilisé pour servir d'appelant dans la chasse à l'appelant. Donc Lazarine, qui s'y connaît bien en volaille, a dû voir à Marseille de nombreux chichibus dans des cages achetés par des chasseurs. Elle en possède elle-même un qui lui rappelle sa compagne Manosquine, mais elle s'en veut de posséder cet oiseau en cage. Et c'est tout un poème qui évoque justement cette contradiction et cette envie de libérer l'oiseau. Mais elle ne pourra le libérer que lorsqu'elle sera retournée à Manosque. Donc, elle pourra peut-être elle-même se libérer à son tour que lorsqu'elle retournera en son propre pays et qu'elle quittera son exil marseillais. Autre thématique qui alimente sa poésie et que l'on retrouvera dans toute son œuvre, c'est bien sûr le traumatisme de la perte de son enfant à l'âge de 1 an. Et là aussi, à nouveau, une évocation de la nature, mais comme chemin, comme moyen d'évoquer la souffrance de la perte de l'enfant. Libla rousset cum d'or, l'ouven jingul di lei pib, li pras un plein de boutons d'or, l'oumentastre en baume lei rive. Soulé mon pauvre corps, belle la mort. Quand tu cantes be roussigno, eu tombe de grosse la grême, do boignure fau portalou dou, qu'es dur mundi ou d'estrine frame, a que sarier douce ou l'inso que fai tam pou. Donc l'on voit ici dans ce texte Quer Matrassa, cette thématique que l'on va retrouver encore dans d'autres formes d'écriture. Nous passons à la prose de Lazarine. Alors la prose de Lazarine, ça constitue, me semble que les proses constituent la partie la plus importante de l'œuvre de Lazarine de Manosque. Lazarine est avant tout finalement une prosatrice, ce qui est intéressant pour l'époque. Une prose qui est liée, elle, plutôt, à première vue, au souvenir, à la remembrance, puisque c'est le titre de son recueil publié au début du XXe siècle. Me semble un erregant a questi lignes qui su encara infantum e me fai fa buquet. Me vese escalant lu rucas de ciovine me mon piccio fraire per anar cui une grosse canestelle de gineste. Me semble que li mose a quel flour d'or. Un extrait du texte La Feste des Dieux dans les Remembrances, un texte qui évoque ici donc le passé à Manosque. On a beaucoup de textes de prose, de souvenirs, à travers ici une grande fête populaire qui ne se faisait plus déjà à Manosque de cette façon-là lorsqu'elle écrit le texte. Ou par exemple, le souvenir de sa première communion en tant que jeune fille. Ayun vum de remembrances, on retrouve cette formule, que quand à mon entour, comme l'isau selung, quand un cas de matin à l'évade au soulève. Donc une prose qui semble être liée au passé manosquin. Toujours l'importance de la nature ici pour revenir en arrière, pour évoquer les souvenirs, pour faire acte de remembrance. Par exemple, la brise de mer qui lui vient du vieux port et qui lui permet de voyager dans sa tête pour retrouver Manosque, son pays et quelques personnages hauts en couleur de ce territoire-là. Alors, je passe rapidement. Ces textes de prose sont aussi, au-delà du simple souvenir manosquin, une façon de développer un art du portrait. Et Lazarine me paraît exceller dans les textes en prose, dans les rétrats, comme l'on dit en provençal, les portraits de personnages, à la fois masculins et féminins aussi. Un exemple d'un texte en prose paru dans le journal La Sartan. Donc, autre contexte, nous quittons la remembrance manusquine per estre nilou présent marsilles de la vie de Lazarine à Kianoaï. Le petit savoyard, le piccio savouillard en provençal.
Ako est un texte, c'est une évocation d'un ethnotype, j'allais dire, le gavatch, le gavot qui descend de la montagne pour essayer de gagner sa vie dans les rues de Marseille. Ici, l'évocation d'une joue des pannes de couste, arrivée di Marseille, un piccio savoyard, puli comme une sau, avec la carre blanche comme l'oula, le peu blum comme l'oubla, quand es l'est à estre sega, et du bleu comme l'agnale qui lui fleurissent au mi-temps. Évocation donc de ce petit savoyard décrit qui débarque à Marseille. Alors le texte est intéressant parce qu'il développe la façon dont cet enfant va essayer de s'en sortir pour vivre, pour survivre dans la foisonnante, la bouillonnante cité marseillaise. Et l'un des moyens de s'en sortir sera de vendre justement le quotidien La Sarthan dans les rues de Marseille. Lazarine s'intéresse de près aux gens de peu, aux petits métiers marseillais, à tous ceux qui animent la rue marseillaise. Elle est au milieu, elle est au cœur du peuple marseillais, comme elle était autrefois au cœur du peuple manosquin. Par exemple, une autre prose, un portrait qui évoque la mercande, la merchande des flours, la marchande de fleurs. Ici, un portrait féminin. Après, le petit savoyard qui cire les souliers. C'est ici la jeune fille qui vend des fleurs sur la canebière pour essayer de faire survivre sa famille. Un portrait qui répond au texte, à un autre texte paru dans La Sarthan qui s'appelle La première Marseillaise, où là, Lazarine évoquera la figure mythique de Gyptis. Et on voit qu'il y a aussi un intérêt pour les figures féminines. Gyptis, la première Saint-Janenque du quartier Saint-Jean, du vieux port de Marseille. Donc, derrière la marchande de fleurs, il y a aussi la figure de l'origine marseillaise. Il y a la réflexion politique qui revient, puisqu'elle le dit en évoquant la légende marseillaise de la fondation de la cité. Autrefois, les femmes étaient plus libres qu'aujourd'hui. Alors, n'era pas question de dot cum a loro de vei, e li mariaggi eram plus urus, li frame d'aqueles hommes a mita sauvaggi eram mai respettades qu'aquelli de art. En ces temps-là, il n'était pas question de dos comme aujourd'hui, et les mariages n'étaient que plus heureux. Les femmes de ces hommes à moitié sauvages étaient mieux respectées qu'aujourd'hui, que celles de maintenant. On voit toujours cette réflexion derrière. Au-delà des personnages, au-delà des portraits, c'est une ville, c'est Marseille. Et c'est intéressant puisque Lazarine devient ici, se fait écrivaine de la cité, de l'urbanité, et pas uniquement de la ruralité et du souvenir. Les quartiers de Marseille, comme par exemple dans cette évocation du quartier Saint-Jean, un texte dédié à Louis Foucard, qui était un comédien, un marionnettiste, fait libre aussi, connu à Marseille, dans lequel elle évoque un voyage dans l'Est Marseille, qui était la compagnie du tramway marseillais, qui allait jusqu'à Aubagne. L'Est, c'était dans cette direction-là, et qui passe par le quartier de Noailles et des Capucines, donc les Capucins. On y voit dans cette prose un camin de ferry, un voyage de Lazarine en train. Elle se retrouve donc au cœur de la population marseillaise. Elle se retrouve face à une jeune fille, une jeune mère avec de nombreux enfants qui semble très pauvre. Et cette jeune mère doit mener l'un de ses enfants à l'hôpital puisqu'il est gravement malade. Elle n'a pas un sou. Et à côté de ce tableau de la pauvreté marseillaise se trouve une autre femme vieille, une cacane, une femme âgée qui, elle, fait montre de ses bijoux et de sa richesse. Et voici ce que nous dit Lazarine devant cette situation d'injustice. Aquit auriu vogu estrin fad, auriu escufa li diamant de la cacane, ils auriu changea per du più de veir et l'auriez rien connu. Puis sariu anada la carrière sans fariu, mais liu seriu fa paga ben cher. Et la brave veuse auria trouva d'un tiradu de sa taule, un cuteu per coupalupan, un gros moulon d'épaisse de 20 francs, et seria anada quer et son enfant, l'auriez garé din son ustau et toute sa niade auria agu des fricots. Que malure, que sieg pan fade, n'inférieur des mans à Douba, et l'hiver rien que des blus. Quel malheur que je ne sois pas une fée, j'en duperai des mauvais riches et il n'y verrait que du bleu. Donc la volonté d'inverser la tendance et d'aller contre cette injustice criante qu'elle côtoie au quotidien, dans les rues, dans le train, dans la cité marseillaise. Donc une plume qui est toujours combative, on le voit, que ce soit à travers la poésie ou à travers la prose. Autre texte, je rentre dans les détails, mais toujours dans cette thématique des oiseaux, qui était, je pense, une dimension importante aussi, puisqu'elle est marchande de volailles.
Lazarine évoque par exemple le trafic des cailles sauvages à Marseille. Les cailles qui autrefois nichaient dans notre région, on n'en voit plus. En Égypte, à Naples, on en fait une véritable moisson. C'est par millions qu'on les attrape. À Marseille, on arrive des bâtiments chargés. Peste, si on les défendait, ces arrivages, ne croyez-vous pas que ce serait une bonne chose? Les destructeurs, quand ils ne sauraient ne plus pouvoir vendre leur chasse, se tourneraient de notre côté pour gagner leur vie. Là, vous voyez un texte à dimension plutôt journalistique qui évoque l'arrivage à Marseille de ces bateaux chargés de cailles sauvages. Et peut-être ici, Lazarine se fait un petit peu écologiste avant l'heure. Elle continue dans cette même veine en dénonçant l'industrialisation de la cité marseillaise, la transformation de la cité marseillaise qui devient une ville nouvelle. On pense à Victor Gélu. Le pétrole empeste en place do calent, le gaz, l'électricité ont fondu la candelle, le vieil en tout fait place au nou, quand on passe le cerf sur la canebière, l'on pourrait rabailler une espringole au saut à la main il fait jour. Mais 16 jours d'une carrière, n'est-ce que mai nuit d'une lame, Degun est plus content de son sort, tout le monde est remoumié, on a le sang qui bouille des contunes, rien fait plaisir, puis rien fait gao, et l'on n'a jamais prou. L'on vit d'une fièvre qui vous quitte pas plus, et la vie de question courte, per voguer nous la faille roue, nous la brûlant. Les scrutissens et toutes les façons que mai, si en abrasama tutti mai les unes que les autres, et semblant tutti desputenta. Nous la brûlons, la vie, nous la raccourcissons de toutes les façons à plaisir. Nous sommes tous plus avides les uns que les autres. Nous sommes tous désespérés. À la course, à la vitesse qui fait écho à notre réalité actuelle. Voilà donc aussi la dimension de l'écriture de la prose de Lazarine. Tout cela se synthétise dans une volonté de défendre, d'apparat, de promouvoir la langue, segurament. Peut-être que la dimension qui est au-dessus de tout cela, c'est l'amour pour la langue, pour notre belle langue provençale. Lazarine n'a de cesse d'évoquer son attachement à cette langue, notamment dans les lettres nombreuses qu'elle échange avec Mistral, mais également avec Paul Arène. Elle évoque d'ailleurs la mémoire de Paul Arène et notamment sa réflexion à Paul Arène sur le bilinguisme en France et les doigts plus belles langues du monde. On voit cet attachement-là dans de nombreux textes que l'on retrouve bien sûr dans la Sarthan, dans l'Aioli et dans de nombreuses traces de son écriture. Nous en arrivons finalement aux textes inédits et je voulais faire un petit focus pour finir sur la pièce de théâtre qui poursuit et qui continue tout ce que nous venons de voir à travers d'abord la poésie et puis la prose. La pièce de théâtre inédite, alors j'ai pu un petit peu m'y plonger dedans puisque j'essaie d'en faire la transcription, peut-être d'en proposer un jour, je l'espère, une édition nouvelle, ou une première édition en tout cas. Ce manuscrit est daté de 1896, je l'ai dit, Amour d'Émail. C'est une pièce de théâtre qui retrace l'ancienne vie de Lazarine, son mariage, sa vie de femme au foyer méprisée et la perte de son enfant. Et donc, à travers cette pièce de théâtre, nous retrouvons un petit peu à la fois l'art du portrait, à travers les personnages, le fait de faire vivre ces personnages-là. Et l'on retrouve aussi, bien sûr, une grande part de son intimité. C'est un fait assez rare pour le théâtre du 19e siècle, d'être autant aussi lié, intimement lié à la vie personnelle de son auteur, et en l'occurrence ici d'une femme écrivaine. Voici par exemple la troisième page de cette pièce de théâtre dans laquelle dialoguent Mariette et Cléron. Mariette, c'est le double de Lazarine, et Cléron, c'est la soutenove. Donc, le mariage vient de se produire et Mariette et Cléron échangent sur les peurs, les angoisses de Mariette sur son mari. On sent poindre ici le danger d'un mariage beaucoup plus funeste qu'il n'y paraîtrait. Donc, c'est le lien ici entre l'écriture et sa vie intime. Digue-me, bel enfant, qu'aucune t'aurait ponude, Bartholomew t'aurait dit qu'aucun l'aide de raison, aurait-il trop bégu, ségu nous, comme vois que déjà des opusques se me plagne, à te dire et verra et non sai de que me lagne, mais juste une trémoulune qui me brûle le sang. Tout neuf, il me pareil au milieu des enfants. Et il presse bien volontiers, vaille sa race ben heureuse. Et
quelle tirade, hein, derrière l'Oussaras Ben Yuruz, il y a tout le malheur qui est à venir. Donc une pièce intéressante puisque elle est une pièce autobiographique. Je pense qu'un espace de recherche s'ouvre autour de ce document. Elle peut faire écho à d'autres pièces de la seconde moitié du 19e, mais plutôt du côté scandinave. Je pense à August Strindberg, à la place qu'il accorde à l'intime dans ses créations. On peut penser à Ibsen, à la maison de poupée, même si la forme, hein, bien sûr, est tout à fait différente, hein, puisque nous sommes avec Lazarine dans une écriture versifiée et dans un contexte tout à fait différent. Mais, j'allais dire en provençal, il y a une place importante, pour l'émancipation de la parole féminine. Et peut-être ici, en tout cas, au théâtre, sur scène, la place de la femme dans la société et dans le foyer. Alors, je pense que je suis arrivé au terme du temps qui m'était imparti. Et puis, je pense que vous commencez certainement à avoir un petit peu la fatigue de rester derrière votre écran. Pour conclure, pour faire un résumé de l'ensemble de ces formes, nous voyons à travers les différents textes que nous avons évoqués une variété de formes. Et encore, je laisse de côté les lettres nombreuses, éparpillées, les lettres à Mistral, à Pierre-Paul, mais aussi à Rémy Marcellin, par exemple, qu'il nous faudrait étudier, qui sont aussi des témoignages de l'écriture de Lazarine. Il y a un travail à poursuivre. Une majorité donc de textes courts, de poèmes ou de prose courte, qui jouent avec les contraintes, bien sûr, de l'édition, l'édition périodique et aussi des disponibilités d'une femme qui travaille au quotidien, une femme indépendante qui doit subvenir à ses besoins, aux besoins de sa sœur et du fils de sa sœur. Des textes précieux parce qu'ils rendent compte de la place centrale du provençal, à la fois dans la société rurale manosquine, des entours des Manosques, et à la fois dans la société urbaine de cette époque, au cœur de Marseille. La plume de Lazarine se fait parfois douce, nostalgique, pathétique, à d'autres moments combative, aiguisée, impertinente, et elle défend toujours cette belle parladure, la langue d'Oc, qui donc a été pour elle une révélation à travers le prêche de Xavier de Fourvière, qui évoque la disparition peut-être de son passé, civilisation rurale, les errances sociales aussi d'un siècle bouleversé par l'industrialisation, mais qui est au cœur d'une bataille pour l'égalité et la dignité de toutes et de tous. Une bataille que Lazarine mène en témoignant au plus proche de son quotidien, des souffrances des femmes et des hommes, de son monde rural basalpin et de sa société urbaine marseillaise. Et pour conclure, je voulais vous dire que cette variété de formes me semble être également l'illustration de la richesse du personnage, Lazarine de Manosque, qui est à la fois liée à la ruralité et à l'urbanité, au monde basalpin et à la Provence marseillaise, qui est aussi liée à différents courants, le courant du Félibrige, nous l'avons vu, ses liens avec Mistral, avec d'autres comme Paul Arène, qui est dans un autre univers finalement, l'Escole des Lamarre, sa place dans le journal de la Sarthe, ses liens avec Rémy Marcellin et les Félibres rouges, ses échanges avec Xavier de Fourvière dans une autre tonalité. On voit ici une variété aussi, tout un réseau d'échanges qui est très varié. Il me semble que finalement, Lazarine constitue ici un petit peu comme un axe central. Autour d'elle, en tout cas, gravitent tous ces personnages que l'on retrouve et cette galaxie des lettres d'Oc en Provence en cette fin du 19e siècle. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation de cette femme haute en couleur, Lazarine de Manosque. Merci Sylvain. Quand on est dans une salle, on applaudit l'orateur. Là, c'est pas pratique, mais on t'applaudit de tout cœur Oui. pour ce travail que tu nous as présenté, qui est extrêmement. C'est une figure, Lazarine de Manosque. Avant de donner la parole à la salle, comme on dit, on a gardé des habitudes de formulation. C'est une femme qui me semble intéressante dans le paysage littéraire occitan provençal du 19e pour trois raisons. Parce que d'abord, il y a ce milieu d'origine, pas une bourgeoise, entre guillemets, une femme des catégories sociales favorisées, qui écrit, c'est une femme du peuple, et qui reste, au bout du compte, une femme du peuple. Il n'y a pas d'ascension sociale. Je suppose qu'elle vit mieux
à Marseille avec Manosque, mais bon, voilà. Et puis, il y a cet engagement résolument républicain pour une femme qui l'écrit, qui le dit. Et puis, cette conscience féminine qu'elle manifeste dans ses écrits, cette pièce de théâtre dont j'espère, comme tu viens de l'annoncer publiquement, tu l'as dit, tu aimerais la publier, mais je crois qu'il faut absolument la publier parce que d'une part, si je comprends bien, elle adopte un point de vue qui est le point de vue féminin à partir de sa propre histoire, donc ça relève de l'écriture autobiographique. Et l'écriture autobiographique, c'est quelque chose qui nous intéresse en Occitan, raconter sa vie en Occitan, de l'intérieur, là. Et alors, j'ai une question sur cette pièce, ça finit comment? Ça appartient à quel genre? C'est pas une comédie, c'est une tragédie, ça finit mal, ou alors c'est un drame moderne qui finit Non, ça finit, en comme il a fait, commencé. ça finit avec la perte de l'enfant, hein, et le traumatisme final. Et c'est intéressant c'est très intéressant parce que c'est une pièce, on l'a vu, qui est écrite vers la fin de sa vie, hein, 1896. Il lui reste malheureusement que quelques années à vivre. Donc, elle cessait certainement pour la première fois. Alors, peut-être qu'il y a eu des tentatives, je ne sais pas, à passer à l'écriture dramatique. Donc, avec cette pièce en 4 actes qui s'achève un petit peu, la fin est un petit peu subite, en fait, hein, et du coup, l'effet du traumatisme en paraît décuplé. Moi, je l'ai senti comme ça à la lecture, c'est que brutalement, on ne peut plus continuer d'écrire. Voilà, ça s'arrête. L'histoire s'arrête avec ce traumatisme. Et Lazarine n'aura de cesse de revenir, hein, là-dessus, hein, et elle y revient à travers cette pièce. Mais ce qui était très intéressant, c'est cette dimension autobiographique que l'on met sur scène, et en tout cas virtuellement, parce que malheureusement, elle n'a jamais été jouée, hein, et je ne pense pas qu'elle ait même imaginé qu'elle puisse être jouée un jour, hein. C'est vraiment une pièce pour l'écriture. Mais il y a aussi la volonté de poser peut-être à la fin de sa vie, d'en faire une histoire à la fois proche et à la fois avec un certain recul, puisqu'elle le met sur scène, du moins virtuellement, enfin, effectivement. Je l'ai vu comme ça. Après, la pièce est très intéressante alors, à plus d'un titre pour la langue, puisque c'est une langue mélangée. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de creuser cette question-là, mais c'est aussi la variété de formes, c'est aussi une variété de langue chez Lazarine. Lazarine, elle témoigne aussi d'une langue qui est à la fois encore basalpine, mélangée de marseillais, avec l'influence de la normalisation mistralienne, mais pas tout à fait, hein. Donc, on a aussi cette dimension-là chez Lazarine qui est intéressante. Elle témoigne aussi de ce moment-là. Est-ce qu'il y a des questions parmi Ouais, dans le public. le public? J'arrive. Oui, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Si. Ouais. Je voulais rebondir sur ce que dit Sylvain juste à l'instant, là, parce que ce qui m'a toujours un peu tiré l'œil, c'est l'irrémémbrance et l'article ley qui existe. Or, est-ce qu'il faudrait voir au niveau de l'édition, savoir ce qu'il n'y a pas eu des interférences, puisque c'est posthume, hein. Donc, je pense que l'essentiel est de retourner au manuscrit. Donc, quand tu as un manuscrit de Lazarine, ça, la langue, on peut dire c'est la langue de Lazarine. Parce que souvent, tu le sais, tout le monde le sait, les interventions des éditeurs sont redoutables, surtout quand étaient Mistral. Bon. Je voudrais revenir sur deux choses. Juste un point de détail pour Giono, c'est son grand-oncle et pas son oncle, hein. Son grand-oncle, oui. C'est Oui. son grand-oncle parce qu'il y a un problème de fait. Giono a des problèmes avec des oncles. Il faut dire que Lazarine de Manosque a laissé un souvenir horrible dans la famille Giono, dans la famille Pourcin, hein. Je veux dire, je pense tout simplement que parce qu'elle a divorcé à un temps où ça ne se faisait pas. Et son divorce, je ne me souviens plus où j'ai trouvé cette lettre de Mistral où elle dit « le mariage a été un boulet pour moi ». Et son divorce, ça fait couler beaucoup d'encre dans le Félibrige. C'était une des premières femmes à oser divorcer. Ça, je pense que c'est important. Et Mistral, si je me rappelle bien, mais tu me le diras,
il a encore dit « à se raison à tout le monde ». Et il n'a pas voulu prendre trop parti, il est allé d'un point à l'autre. Mais cette question de langue est assez très intéressante. Est-ce que c'est la recherche d'une langue? Est-ce que c'est une langue composite parce que sa vie est composite? Et puis surtout, il y a le poids de la normalisation mistralienne. Jusqu'où est-elle allée? Il n'y a que les manuscrits qui pourraient nous le dire. Alors, pour l'exemple d'Irrémembrance, il est tout à fait éloquent, puisque dans l'édition, déjà, le lit n'apparaît que sur le titre. C'est-à-dire que dans l'édition qui a été rééditée, vous la voyez ici, qui est fidèle, puisque c'est une photocopie du texte originel, vous trouverez des leis dans le texte de Lazarine, mais le titre, c'est l'Irrémembrance. Je pense que là, c'est véritablement à l'image de ce que tu disais. C'est-à-dire que donc c'est Elzéar Roudier qui a travaillé, qui a œuvré à l'édition des Remembrances, soutenu, salué, donc jusqu'où, je ne sais pas, par Frédéric Mistral. Et oui, mais Rougier écrit en mistralien. Il est marseillais. Voilà. Et donc, en tout cas, il n'a pas modifié dans le texte de Lazarine. L'édition n'est pas fidèle à la graphie mistralienne pure. Elle est plutôt marseillaise, me semble. Parce que les textes ont été, la plupart, édités dans la Sarthan, en fait, publiés dans la Sarthan. Donc, ils portent la marque. Alors, là aussi, d'autres personnages ont influé sur les textes de Lazarine. C'est l'équipe de la Sarthan. Alors, malheureusement, je n'ai pas eu accès aux manuscrits. Je ne sais pas s'ils existent. On ne les a pas, en tout cas, aux archives de Digne. Alors, il y a Annie Robert, qui est une descendante de la famille, je sais, qui est présente dans cette conférence, mais elle m'a donné accès à tous les documents. Donc, je ne pense pas que d'autres documents soient cachés quelque part. Les manuscrits des textes qui ont été publiés ensuite, je ne les ai pas vus. Donc, je ne sais pas comment elle a écrit avant qu'elle soit transformée par ceux qui vont l'éditer dans les journaux. Mais à première vue, il me semble qu'elle témoigne plutôt de cette vie composite et de ces échanges avec ces différents milieux. À la fois le Félibrige, à la fois les Scoles de la Mare, à la fois encore sa langue basalpine. Mais alors, pour les traits de basalpin, la langue de Jean-Yves Royer, qu'il connaît très bien, ils ne sont pas très nombreux et ils sont plutôt, je pense, peut-être justement des réminiscences. Mais elle est plutôt passée, finalement, me semble, au marseillais, ou à la variante marseillaise, parce que c'est à Marseille qu'elle s'est mise à écrire en provençal. Et c'est auprès de l'Escola de la Mare qu'elle a dû comme se dit en provençal, aiguiser son écriture. Et alors, si je peux poser une question, je ne sais pas. Oui. Du coup, donc, on n'a pas les brouillons de ce qui est édité dans la Sarthan et ailleurs, qu'on se trouve dans les Remembrances. Mais si tu compares au moins ce qui est dans la Sarthan et dans ce tirage, au moins le premier tirage des Remembrances, c'est vraiment son texte à graphique. Voilà, c'est le même texte. C'est le même texte. Et si tu compares les premiers textes d'avec les derniers, est-ce que la langue a changé? Parce que finalement, elle commence à écrire, elle est encore pour fin, si ne serait-ce que ses ratures. Et puis après, elle écrit sous son propre nom et de Marseille. Est-ce que la langue change à ce moment-là, si tu compares des points de là, je vais répondre partiellement parce que je n'ai pas encore eu le temps de plonger dans tout cela. Mais ce que je peux te dire, c'est que finalement, le seul manuscrit que nous possédions en provençal complet, c'est la pièce de théâtre. Et la pièce de théâtre, elle est tardive. Ouais. Dans la pièce de théâtre, il y a des traces de la langue basalpine que nous ne trouvons pas dans les textes publiés dans la Sarthan ou dans l'Aïoli, qui sont, eux, passés, pour le coup, par la normalisation mistralienne, entre guillemets. Donc, et c'est contemporain, du coup, les publications dans l'Aïoli et les publications, enfin en tout cas les dernières. Et ça correspond à peu près aux années 1891, 96, 97, par là, jusqu'à sa mort presque. Ouais. Donc en fait, quand elle écrit dans l'Aïoli, elle passe à travers le filtre mistralien, et quand elle écrit elle garde des traits de sa vie d'avant. D'accord. Et elle commence par la Sarthan et par l'Escole.
Et d'ailleurs, elle en parle à Mistral, hein. Il y a une lettre qui est assez célèbre où elle lui dit il faut pas que tu en. Ouais. Je n'ai pas les mots exacts, mais il ne faut pas que tu en veuilles au tenant de l'Escole de la Mare qui se méfie de ta volonté de normaliser la langue. Mais il faut les comprendre, ce sont des jeunes, hein, ils sont pleins d'enthousiasme et ils sont attachés à leur variante marseillaise. Et donc, elle essaye quelque part De composer aussi entre les deux. de ménager les uns et les D'accord. autres. Et son fils, il meurt de quoi? Son fils, on dit une colique, je pense que c'est une infection. Voilà, elle parle de colique, donc pas plus. Ouais. Et elle, à 51 ans, elle meurt de quoi? Parce que c'est très jeune. Elle meurt certainement d'une. Là, je ne vais pas me faire docteur après coup, mais elle a eu des problèmes d'estomac qui l'ont conduit à décéder. Donc, D'accord. Et elle savait qu'elle allait mourir ou parce que quand elle dit qu'il lui manque du temps, elle a été gravement malade. non, quand elle dit qu'il lui manque du temps, elle parle plutôt du temps. Elle manque de temps par rapport à son travail, je pense. Ah, d'accord. Parce qu'elle a été, on a des traces de sa maladie dans les dernières lettres, mais c'est allé assez vite d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, je ne pense pas que là, elle évoque son décès. Oui. D'ailleurs, si je peux me permettre, Oui. elle avait acheté un cabanon à Manosque à la fin Oui. de sa vie. Oui. Elle voulait y aller et les Manosquins ne voulaient pas qu'elle y aille. Et elle a été enterrée là-bas, non? Il n'y a pas eu une fête Il y a félibrée eu une là-bas. fête Ouais. et elle a été. Alors, j'ai pu accéder également à des documents là et elle a été. Il y a eu une fête et elle a été ensuite quand même considérée comme un personnage important de Manosque puisqu'on va lui donner le nom d'une rue en Oui. grande pompe hein, Ah bon. avec Oui. la mairie et on va inaugurer cela. Donc, oui, c'est intéressant ce que tu disais par rapport au cabanon. En fait, elle a acheté un lieu pour mettre à l'abri sa famille, Voilà. ses parents. Elle va s'occuper d'eux et elle possédait également un cabanon à Marseille. C'est-à-dire qu'elle habitait dans une espèce de maison cabanon, je ne sais pas comment il faudrait dire, qui s'appelait le cabanon des Mireilles. Hein. Rose a une question, je crois. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, deux ou trois choses. D'abord, moi, ce qui m'a marqué, c'est la liberté de ton qu'elle a dans ses lettres à Mistral. Ça, c'est la première des choses. Et des lettres, une correspondance qui est en provençal. Oui. Ce qui n'est pas ce qui n'est pas vrai pour l'ensemble des faits libres qui s'écrivent bien souvent en français. Donc ça, c'est une première des choses. Effectivement, elle est une des premières divorcées. Il y en a une autre dans la, disons dans le félibrige. Non, hors du félibrige, c'est Louisa Paulin, mais c'est à une autre période. Et je pense que quand même, elle a vraiment, dans la lettre à Mistral où elle dit ma vie a été un boulet, elle explique à Mistral, c'est là où on voit qu'elle dit à Mistral, ah, bon, ça y est, vous le savez, je suis divorcée, qui vous l'a dit? Le tout en provençal, je ne le répéterai pas en provençal puisque ça avait été traduit en français par Claire Frédéric, mais voilà, ça c'était quelque chose d'important. Et en fait, l'écriture dès son mariage lui permettait de vivre hors d'une vie qui n'était pas une vie de femme au foyer telle qu'on l'a entendue à une certaine époque, mais qui était quand même un valet. Elle faisait tout ce qu'il y avait dans le ménage pour ça. Et elle dit aussi sur son mariage, c'est un peu la même, elle a un peu la même réaction, on en discutera ailleurs, que Fanette dans le Pan del Peccat, c'est-à-dire qu'elle dit mon père me l'a demandé et comme il me demandait ma main, je n'ai pas osé dire non. Quoi. Voilà, elle avait 15 ans, elle n'avait pas même si beaucoup se mariaient à 15 ans, ça devait être rare qu'on leur demande leur avis. Et là, on lui a demandé son avis et elle a accepté. Et elle a accepté enfin, les chaînes et les boulets. Donc ça, c'est une chose. Je pense que je te félicite parce que tu as vraiment creusé, bon, grâce aux archives que je n'avais pas en ma possession, mais je pense que je suis très heureuse d'avoir écouté ton intervention et qu'on s'occupe des femmes, enfin, de cette façon-là. Voilà. Merci Rose. C'est un peu grâce à toi si je suis parti sur Lazarine. Hein.
parce que c'est grâce à ce que tu as pu dire d'elle que je l'ai découverte aussi. Donc, c'est un travail collectif. Quelque Oh, chose. mais je crois on doit beaucoup de choses à Rose. Alors, on a Je une vais dire- question. Pardon, Oui. Rose. Remarque, comment elle s'appelle? La première qui a étudié Lazarine, c'est-à-dire, maintenant je ne retrouve plus son nom. Claire Frédéric, Et moi, on a travaillé toutes les deux à la Marseillaise. à la Marseillaise. Un journal marseillais, donc, et de tendance plutôt. Hein, Très, très à gauche. tout cela se retrouve. On a une question dans la conversation de Victorio. Donc, par rapport à ses positions politiques et son divorce, Lazarine a-t-elle eu du soutien d'autres femmes du Félibrige ou proches du mouvement? Ah, ça, c'est une bonne question qu'il va falloir creuser. Moi, j'ai pas, peut-être que Rose a vu des choses. Moi, je n'ai pas vu de traces de lien avec d'autres femmes. Hein. Alors, il y a une autre femme qui écrit dans la Sarthan, dont j'ai perdu le nom. Et- Rose, tu t'en souviens? Elle écrit des très petits articles, et à moins Oui. autre chose que ce qu'on avait. Qui est écrit en provençal, hein, d'ailleurs. Mais sinon, dans les échanges qu'elle a, c'est toujours avec des hommes. Hein, et pour l'instant, j'ai pas de traces de quelconque soutien féminin qui d'autres auraient pu la soutenir au sein du Félibrige. Bon, après, ceci dit, Mistral, dans l'échange qu'elle a avec Mistral, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'elle commence par lui écrire pour, comme l'a dit, par l'esprit d'Assa dessus, hein, par l'Ibrama dessus, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi il n'est pas venu à Marseille pour la cérémonie à l'hommage de Lamartine. Elle commence par à envoyer une lettre à Mistral pour se plaindre de lui hein, et de sa non-venue à Marseille. Et c'est à partir de là, finalement, que s'établit le dialogue épistolaire. Et Mistral, au lieu de se vexer, comme il aurait peut-être pu le faire, je ne sais pas si c'était à son habitude face à ce genre de réaction, cela attise sa curiosité. Au contraire, il veut en savoir plus sur ce personnage. Et après, il va lui rendre visite. Hein. Ce ne sera pas uniquement une relation épistolaire. Elle va aussi lui rendre visite, avec sa mère d'ailleurs. Donc, il y a des échanges physiques. Hein. Et c'est pareil avec Paul Arène, hein, qui va aussi venir à Marseille. Et c'est pareil avec Xavier de Fourvière, bon, évidemment. Donc, c'est quelqu'un qui se déplace aussi et les gens viennent à elle. Donc, elle a été véritablement, je pense, une des actrices de ce moment-là. Hein. Moi, j'ai été étonné en tout cas de voir qu'elle était connue de tous ces personnages et bien, enfin, façon proche. Hein. Après, moi, je me demande, et je crois que dans le livre de Claire Frédéric, il y a quelques indications qui vont dans ce sens. Comment l'effet libre moyen, en dehors de ces grandes personnalités que sont Mistral ou quelqu'un comme Paul Arène, comment l'effet libre moyen, qui sont quand même des hommes, dans leur immense majorité, de milieux plutôt aisés, pouvaient percevoir Lazarine. Ça doit être un ovni pour elle. Ouais. Cette femme qui vend des volailles au marché et qui en plus est de gauche, républicaine et divorcée. Divorcée, ouais. C'est exactement ce. Oui, j'ai l'impression qu'elle. Ouais. Vas-y, Sylvain. Ça, oui. Non, je disais juste que c'est ce sur quoi j'allais venir, que Jean-François a employé le mot ovni, moi j'allais parler d'extraterrestre, dans le sens où elle est une femme divorcée au moment où dans la société ça n'existe pas, où ça ne se fait que très peu puisque ça vient d'être réautorisé, républicaine proche du Félibrige, alors qu'on sait très bien que la mouvance politique, que le Félibrige était plus proche de la droite, une activité littéraire hyper variée, autant sur la forme que sur le fond. Elle vend des volailles. Enfin, c'est quelque chose d'absolument, comment on peut dire, voilà, qui tiennent d'un ovni d'une auteure de Languedoc. Elle écrit. Ce que je voulais montrer à travers cette exploration de la variété de son écriture, au-delà de la forme, c'est aussi elle écrit sur son quotidien, elle réagit à des événements politiques, elle réagit à des situations,
elle est à la fois dans l'écrit journalistique, elle répond certainement aussi, entre guillemets, à des commandes de la Sartan, hein, par rapport à des numéros plus ou moins spéciaux. Donc, elle est… mais la plupart de ses écrits sont sur la seconde moitié de sa vie, où effectivement, elle a rebondi, elle est devenue quelqu'un. Elle se fait une place, hein, à travers l'écriture en provençal, c'est certain. Euh, peut-être que peut-être qu'elle est un petit peu la face immergée d'un iceberg. Peut-être qu'il y avait beaucoup de femmes qui écrivaient ou qui auraient voulu écrire, qui étaient… et voilà, je me pose cette question, moi, finalement. Si peut-être… Parce que oui, c'est un ovni, mais elle apparaît au moment où justement le divorce est rétabli, donc elle en profite. Elle est une femme de son temps aussi, quelque part. Et bon, elles ne sont pas nombreuses, mais certaines ont pu… Et qu'est-ce qu'on sait de son éducation et de ses lectures finalement? Parce que bon, elle est vendeuse de volailles, avant mariée à 15 ans. Alors, c'est la question de Wendy Pfeffer dans la conversation. Ah, je Étant l'ai pas donné vu. sur le même thème, hein, étant donné ses origines, je suis impressionnée par ce qui paraît être une bonne éducation formelle. Est-elle simplement un produit de l'école Ferry? Mais elle a quitté l'école avant l'arrivée de Ferry au pouvoir. Alors, En tout cas, elle dit dans ses… Rose voudra peut-être rebondir après. Elle dit dans ses textes, dans de nombreux textes, qu'elle a été à l'école et qu'elle s'est accrochée quand elle a pu aller à l'école. Je pense qu'elle pratique en tout cas, c'est une lectrice de journaux. Donc, elle a l'habitude de lire les journaux, le journal de Fort-Calquier, le Sisteron Journal. Et c'est une famille… Alors, il va falloir creuser, mais par exemple, cette lettre à Rémy Marcellin en 1878, je n'ai pas pu accéder à la lettre. C'est la mention que Dublé en fait dans un travail sur Rémy Marcellin qui m'a donné la puce à l'oreille. Et j'ai contacté la bibliothèque Henri-Bertine et je vais essayer de pouvoir voir prochainement cette lettre. Est-ce que dans la lettre qu'elle fait à Rémy Marcellin, il y a aussi le poème que j'ai retrouvé aux archives, mais dans la lettre qu'elle fait à Rémy Marcellin, elle parle de son frère et elle passe les amitiés de son frère à Rémy Marcellin. Donc, je pense que Lazarine appartient à une famille un peu particulière et il faudrait que je creuse l'aspect. Il y a peut-être dans sa famille une certaine éducation, même si ce sont des paysans modestes. Mais Ils sont certainement républicains, abonnés à des journaux de gauche, lecteurs. Voilà. Il ne faudrait pas oublier que le milieu manosquin dans lequel elle a vécu quand même assez d'années, c'est un milieu où il y a une forte présence de l'extrême gauche. Le père de Giono, qui est cordonnier, est un anarchiste, un peu particulier. Tout le long de la vallée du Rhône, il y a là des implantations ouvrières ou, je dirais, de gauche ou d'extrême gauche qui sont assez importantes. Elle a dû être en relation avec ces gens-là au point de vue politique. Je me pose une question, c'est la façon dont elle est vue par la deuxième génération des Félibresses. Parce que je pense, Drutel, par exemple, ne m'en a jamais parlé. Je ne sais pas si des gens comme Farfantel, Nodo Jeudi ou Claire Lune parlent de Lazarine de Manosque. Ça serait intéressant, parce qu'elle est quand même assez isolée. Les femmes du Félibrige, si on enlève Fortunette, mais qui n'écrit pas Fortunette, ou des trucs, et qui joue un autre rôle, il n'y en a pas à son époque. Mais à la deuxième génération, je ne sais pas. Est-ce que tu as des échos? Non, j'ai pas d'écho, effectivement. Tu évoques par exemple Henriette Dibon, je ne vois pas, je n'ai pas rencontré en tout cas d'évocation de la voix de Lazarine. Alors il faudra creuser sur l'après-Lazarine chez les femmes, chez les Félibres et chez les Félibresses particulièrement. Il y a un autre champ de recherche, effectivement, mais j'ai pas de… En tout cas, ce que tu dis sur le milieu républicain, rouge, anarchiste, de différentes tendances de Basalpin, il est clair, 1851, Oui, ils sont quelques là. années après, on sait qu'il y a le milieu, on pourrait demander à René Merle, il nous en parlerait des heures, mais on sait qu'il y a tout ce milieu des chambrettes, à Philippe Martel. Donc je pense qu'il y a autre chose aussi à côté de l'école qui permet de diffuser la pensée, la réflexion. Et Lazarine semble véritablement héritière de cela. Et malgré le fait qu'elle soit mariée à un homme, que le mariage soit un échec,
elle a pu continuer à écrire et elle a continué, on sait qu'elle a continué à avoir une relation très étroite avec son frère. Et son frère, on le retrouve plus tard notamment les banquets du Félibrige où il l'accompagne. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans la famille avec la relation à son frère et qui peut-être était un personnage qui a accompagné aussi Lazarine dans sa jeunesse sur tout cela, je pense. Je voudrais Mais là, ce sont des recherches à venir. Oui, Rose? ouais, intervenir parce que elle le dit où elle a été à l'école. Elle a été à l'école chez les sœurs, comme 90% des filles de sa génération. Et pendant longtemps, parce que l'école des filles est venue, malgré les lois Jules Ferry, bien longtemps après l'école des garçons. Ça, c'est la première des choses que je voudrais dire. Donc, elle dit aussi dans une lettre à Mistral, si je me souviens bien, que chez elle, on ne parle que le provençal, que son père et sa mère ne savent pas lire ni écrire, et que donc elle a appris à lire et à écrire en français avec les sœurs. Ce qui était les sœurs de Manosque devaient être un peu avancées parce que, par exemple, plus tard, Marie Girard explique comment les sœurs, d'une part, les déprovençalisaient, et d'autre part, elles faisaient plutôt des génuflexions qu'autre chose comme éducation. Et je voudrais revenir sur l'idée des relations avec le Félibrige de l'époque. Je suis un peu étonnée. Enfin, par exemple, le Félibrige rouge existe en Languedoc, avec Xavier de Ricard, Lydie Wilson de Ricard et Auguste Fourès, mais bien d'autres, puisque dans leur recueil, dans les Laousettes, ils recueillent des textes, y compris de Félix Gras et de tout ce qui peut apparaître comme Félibre rouge chez les Provençaux, surtout dans l'édition de 1878. Je n'ai pas vu, il ne me semble pas me souvenir d'avoir vu de texte de Lazarine. Donc, je me dis qu'elle n'avait pas, et c'est étonnant, elle n'avait pas ce... Alors que je pense y avoir vu des textes de Rémy Marcelin, oui. Sans avoir vérifié. Donc, c'est un peu étonnant. Alors bon, il est vrai qu'elle avait un travail quand même qui est un travail de force. C'était un étal au marché qu'elle avait, c'était pas un truc bourgeois, c'était un étal au marché. Et donc, elle explique dans ses lettres à Mistral, elle lui envoie des volailles pour la Noël, et elle lui explique que c'est dur, que pour y arriver, pour joindre les deux bouts et tout ça, pour mettre de l'argent de côté pour ses parents, pour la retraite, etc. Malheureusement pour elle, à la retraite, elle n'y arrivera pas. Mais alors que les gens qu'elle fréquente, c'est pas des gens du Félibrige, bien qu'elle écrive à Mistral, etc. C'est plutôt les jeunes de la Sarthe. Et dedans, il y a Anti de Boyer aussi. Or, Anti de Boyer était en lien avec Louis-Xavier de Ricard, puisque dans La Commune Libre, qui sera un journal qui va publier ensuite, c'est lui qui, comment ça s'appelle, au congrès des travailleurs là, de Marseille de 1879, c'est lui qui en fait le compte rendu pour La Commune Libre, Anti de Boyer. Et Anti de Boyer, c'est lui qui fait le discours pour comment dirais-je, quand Lydie Wilson de Ricard meurt, il est un des deux socialistes de Marseille qui font un discours sur sa tombe, discours comment dirais-je, discours pour un enterrement civil. Une femme doit être un des premiers, parce que ça sera déjà dû être enterré civilement, un des premiers enterrements civils à Montpellier d'une femme. Donc, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de lien entre tout ça. Voilà, peut-être on en trouvera. Hein, peut-être. Non, tu mets le doigt sur une énigme que j'aimerais bien. Moi, je pense que il y a ce lien avec Rémy Marcelin. Peut-être qu'il ne va que dans un sens. C'est-à-dire que Lazarine lui a écrit et il n'y a peut-être jamais eu de retour. Rémy Marcelin, je sais qu'il a été en contact avec Fourès et qu'il s'est rapproché. Il est venu à Montpellier lors des fêtes latines, mais dans la contre-camp, à Navidir. Donc,
pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de suite Alors, ça tient plus du genre de ses publications, non? Finalement, elle chronique dans des journaux, elle est peut-être pas perçue vraiment comme une femme de lettres. En plus, comme vient de dire Rose, elle a un étal au marché. Enfin, c'est pas vraiment le milieu non plus. Et alors, on lui préfère un homme. Est-ce que c'est pour représenter ses filles rouges avec Rémi Marceau? Est-ce que c'est pas tout simplement aussi quelque chose comme ça? Est-ce que ça ne tient pas de son statut de En tout femme? cas, elle s'est pas approchée forcément de ce milieu-là. Après, par contre, malgré le fait qu'elle avait peu de moyens et qu'elle avait une vie bien remplie, elle essaye de se déplacer. Elle en parle, elle relate ses déplacements pour assister à divers banquets du Félibrige. Elle est notamment présente à un grand banquet du Félibrige à Manosque, dont il y a un tableau qui représente ce banquet dans lequel il y a une grande partie des personnages du Félibrige de l'époque. Ce tableau, vous pouvez le voir dans le hall de la mairie de Manosque. Et sur le tableau, on voit Lazarine de Manosque qui est représentée. J'ai les références d'ailleurs. Donc, elle a participé à de nombreuses réunions du Félibrige. Alors, elle a été présente, hein, donc elle est connue elle est connue au sein du Félibrige à cette époque-là. Peut-être aussi sa mort prématurée aussi fait que on l'a peut-être rapidement oubliée, hein, parce que Mistral insiste pour qu'on édite les Remembrances, on le sait, il a insisté auprès de Rosalie, il y a des échanges avec Rosalie. Mais c'est Rosalie, hein, c'est la sœur de Lazarine qui fait en sorte que ce livre puisse sortir. Ensuite, d'ailleurs, c'est Rosalie certainement qui va préserver les textes et faire en sorte que ces textes nous parviennent à travers le jeu des archives jusqu'à nous. Et son fils certainement qui a dû poursuivre la mémoire, c'est clair. Donc peut-être aussi cette mort prématurée. Et je pense qu'elle aurait pu, certainement, si elle avait vécu encore 10 ans de plus, elle aurait continué ce travail d'écriture. Elle rêvait d'avoir le temps. Elle rêvait d'avoir le temps. Ce que disait Jean-Yves, elle avait prévu d'avoir sa retraite à Manosque avec son cabanon et certainement de prendre le temps d'écrire peut-être à 100%. Mais elle ne l'a pas eu, puisqu'elle a été rattrapée par tout cela aussi, par cette vie difficile certainement. Mais bon, là, je note tout ce qu'on en a dit et je pense qu'il y a beaucoup de travail à différents niveaux. Est-ce qu'elle n'a pas été aussi, comment dire, handicapée, entre guillemets, par la nature d'un certain nombre de textes? Quand elle écrit dans la Sartane, et elle écrit, ce sont des poèmes qui sont des poèmes de réaction, pas au sens politique évidemment, mais ce sont des poèmes de réaction à des événements, etc. Or tout ça va passer très vite finalement, et tout ça ne reste pas. Alors il y a la pièce de théâtre, mais elle n'a pas pu la faire lire, elle l'a fait lire, mais elle n'est pas connue pour ça. Alors cette pièce de théâtre l'aurait sans doute posée comme écrivain. Je pense que Mistral l'a lu. Mistral l'a lu. Oui, Mistral l'a lu, mais il ne l'a fait pas éditer, elle n'est pas éditée, la pièce de théâtre. Donc, je me demande si finalement elle n'est pas, alors en dehors du problème de femme, que je ne sous-estime pas, mais si elle n'est pas renvoyée aussi, je dirais, aux poètes rimailleurs de la Sartane, enfin tous ces gens-là, c'est pas péjoratif dans mon esprit, mais alors qu'elle n'a pas fait, je ne sais pas moi, un grand recueil de vers comme La mieux grande entrée de Berthe ou Calendal, quoi. Alors que ce qui est dommageable, c'est que d'abord la prose me paraît intéressante, mais aussi elle avait des projets d'écriture, elle voulait écrire, et que cette pièce de théâtre qu'elle écrit à la fin de sa vie, si je ne me trompe pas, quand même, qui est un retour vers une situation biographique, me fait penser qu'il y a une inscription d'un écrivain là, à ce moment-là, mais qui ne peut pas naître tout à fait parce qu'elle meurt. Je pense que le problème est lié peut-être à ça aussi. Et après, au fait que les faits libres n'avaient pas trop envie, peut-être, de se préoccuper d'eux-mêmes. Ils ne se sont pas trop préoccupés. On lit Remembrances, c'est oui, d'accord, on publie ça pour montrer qu'il y a une femme qui écrit en provençal, et puis après, on laisse un peu tomber. Moi, je partage ton avis. Oui, c'est clair qu'elle a été.
Elle n'a pas eu le temps de poser, certainement. Ce que tu dis est très intéressant. Elle est liée à cette écriture. Ces formes variées sont liées à cette écriture dans des revues, des périodiques, des journaux et à des événements, à des moments. Alors, quand elle évoque les souvenirs, bon, ben, dans l'Aïoli, ça marche très bien. Elle fait un texte sur les 4 aveugles de Manosque, par exemple. Elle se souvient de ces 4 aveugles qu'elle croisait lorsqu'elle était jeune sur le Mont d'Or. Hein. C'est un texte qui a eu assez de succès, d'ailleurs, à l'époque. Mais ça reste effectivement des tableaux éparpillés. Et donc, elle n'a pas eu le temps. Alors, c'est pour ça que le fait de se poser autour de cette pièce de théâtre et d'essayer de voir jusqu'où elle va dans cette pièce de théâtre, c'est fort intéressant. Oui, mais tu vas le faire, ça. Oui, avec l'édition. Ouais. C'est pour nourrir l'introduction de l'édition. Oui, Jean-François te fera la préface. Alors, hein. Oh, Jean-Yves. Non, Rose. L'éparpillement des textes, c'est une caractéristique de l'écriture des femmes. Ah, Qui n'ont pas le temps, justement, on a mis le doigt où il fallait, qui n'ont pas le temps d'écrire. Et donc, qui écrivent, par exemple, si vous prenez l'Almanach Provençal, vous trouverez des femmes qui ont écrit dedans. Il y en a. Mais elles ont écrit ici un poème, là elles vont écrire autre chose, et elles ne font pas des recueils à cette époque, des recueils thématiques. En général, les faits libres, parce qu'ils pleurent sur la mort d'une femme, etc., essaient de recueillir, comme Antoinette de Beaucaire, ses écrits après leur mort, etc. Mais effectivement, mais ça a duré longtemps, je pense. Et en plus, il y avait quand même, dans la société française, la péjoration des femmes qui écrivaient, parce que souvent elles écrivaient, disaient un certain nombre de gens, parce qu'en fait elles voulaient se faire une place dans la société, ou enfin il y a eu ça aussi chez les femmes qui ont écrit en occitan, être bien vue des gens de pouvoir, je pense à celle qui a été bien vue par Lamartine, par exemple, et donc les éditeurs sont des hommes, les hommes font des recueils thématiques, et bon, les femmes, elles écrivent par-ci par-là, voilà, hein, ça va, ça suffit, quoi. En ce sens, oui. ce n'est pas qu'une question de temps, c'est Non. aussi une question de qui laisse la place aux femmes pour publier. C'est tout le temps la seule femme. Hein, dans l'équipe de la Sartance, c'est la seule femme. Alors, elle ne fait pas véritablement partie de l'équipe de la Sartance, d'ailleurs. Elle collabore à la Sartance. Alors, c'est une collaboratrice régulière. On sait qu'elle assiste à un certain nombre de réunions, elle le dit. Mais alors, est-ce que c'est pour flatter Mistral? Elle le dit qu'elle n'est pas véritablement, elle ne fait pas partie de l'équipe à 100%. Elle le dit, je les côtoie, ce sont des amis, je les aide, voilà. Et au sein du Félibrige, bon, elle est isolée aussi. Donc, elle a ce côté un petit peu cavalier seul. Et ces manuscrits en français, parce que tu as dit qu'il y avait beaucoup de manuscrits en français aux archives, d'abord c'est quoi? Et ensuite, est-ce qu'elle a essayé de se faire publier? Est-ce que les portes lui sont restées fermées ou est-ce que... Je ne pense pas qu'elle ait eu de publication de ces textes en français. Alors, à moins qu'il y en ait, peut-être dans le journal de Forcalquier, il me semble qu'il y a des poèmes de Lazarine en français, mais il faudrait vérifier. Mais ce sont deux cahiers de type écolier, hein, très bien conservés, avec ce que je disais, une grande partie de textes à dimension politique, alors véritablement politique, hein, avec des réactions justement à des événements, alors il y a MacMahon est cité par exemple à de nombreuses reprises, hein, soit des textes en l'honneur d'un personnage plutôt de gauche, soit des textes contre l'ordre moral, dans la veine de Rémy Marcellin. C'est pour ça que quand elle réagit à Rémy Marcellin, en français, elle est dans cette veine-là. Donc des textes de circonstance, hein, on retrouve cette dimension de réaction à des événements. Et une grosse quantité, j'ai noté une quantité de textes, j'allais dire républicains, affichés. Et puis ensuite, il y a des textes d'amour, adressés à différents hommes avec des noms, les noms changent. Alors, est-ce que ce sont des noms pour cacher un éventuel amant? C'est ce que Claire Frédéric laisse supposer d'ailleurs. A-t-elle eu des relations, ou du moins épistolaires, avec quelqu'un? En tout cas, il y a, peut-être ce sont des textes d'amour purement fantasmés, mais il y a de nombreux poèmes d'amour.
dédiés à des hommes différents. Et puis quelques textes dans la veine de ce qu'elle produira ensuite, des textes plutôt classiques évoquant la nature, hein, la nature manosquine, ou des moments de sa vie à Manosque quand elle était jeune. Voilà. Donc ça, on le retrouve aussi. Et Mais est-ce qu'il y a des auto-traductions ou des versions différentes un peu d'un texte qui serait en occitan et en français? non, j'ai pas trouvé de lien direct avec, pour l'instant, dans ce que j'ai pu parcourir entre les textes en français et les textes occitans, ni même dans la forme, dans le style. Bon, c'est une écriture française très complètement. L'écriture en provençal de Lazarine est une écriture très proche de son oralité, bien sûr, très charnelle. Bon, c'est un petit peu, j'enfonce un petit peu des portes ouvertes ici, mais là, le français, c'est clairement une langue qui est beaucoup plus soutenue, hein, le Oui, c'est langage intéressant, ça. vocabulaire. Donc, elle le fait avec des rimes très recherchées, l'exercice plutôt, hein, voilà. D'accord. Et, Exercice scolaire. ouais. Et pyramidisme. Oui, les murs, est-ce que c'est pas un lien avec pyramidisme, tu sais, les métamorphoses de vie, je me suis demandé. Non, il y a. Hein Je Elle n'ai pas avait trouvé une tendance amoureuse finalement cachée ou je ne sais quoi. Rien. de toute façon, il n'y a pas à première. Là, j'y pense comme ça, mais je ne vois pas de traces de référence logique nulle part dans l'œuvre de Lazarine. Ouais, c'était sur Pas ce. du tout, pas du tout. Et là, les amours, non, c'est vraiment. Lorsqu'elle parle des amours, elle va dans le couplet suivant parler du vin des amours, hein, le vin de mûr, hein, que l'on fait en ramassant. Donc, ce sont les ronces. Hein, Oui, tout à fait. et donc, là, on est dans une veine vraiment populaire pour moi. Une image de quelque chose de concret et pas du tout dans la référence littéraire. Non. Ok. Et une question encore, si je peux, je ne sais pas si d'autres. On s'approche de la fin, ça va être l'une des dernières. Vas-y, ouais. Et son nom, Lazarine de Manosque, Hum. le fait d'avoir choisi comme ça un toponyme, alors est-ce que c'est bon, si j'ai bien compris, elle n'a pas lu les troubadours, hein, donc on va pas dire que c'est ça, voilà, mais est-ce que c'est lié, donc c'est son nom de lieu d'origine, et comme ça, est-ce que, je sais pas, en onomastique, est-ce que le fait de choisir en pseudonyme le nom de son lieu d'origine, est-ce que c'est lié à, est-ce qu'il y a une tradition d'abord, parce que moi, ça ne m'évoque rien directement pour la même période chez ces auteurs-là, ou est-ce que ça peut être un ancrage justement bien à gauche dont parlait tout à l'heure Jean-Yves sur cette tradition d'extrême gauche à Manosque, et pourquoi finalement elle se traîne ce nom après, alors que si je me souviens bien, quand elle raye Pourcin, elle remet Nègre, elle ne remet pas de Manosque. C'est une question Alors, que je me pose. quand elle raye Pourcin, elle met nègre, mais c'est dans le manuscrit en français. Donc, Lazarine Nègre, elle signe Lazarine Nègre dans les textes en français. Ah, c'est intéressant. Elle devient Lazarine de Manosco, hein, lorsqu'elle écrit en provençal. C'est son nom de plume provençal, je pense, hein, ne pas me tromper là-dessus. Donc, en tant qu'écrivaine provençale, elle fait le choix d'affirmer son origine manosquine. Elle est à Marseille à ce moment-là. Elle est à Oui, mais Marseille à ce moment-là. Elle est à Marseille. Je pense que pour elle, c'est important d'être rattachée à cette origine-là. Dans la Satan qu'elle signe pour la première fois dans un premier numéro, Lazarine des Manosque. La première fois, elle signe, je ne me rappelle plus comment, peut-être Lazarine Nègre. Lazarine Nègre, oui. Lazarine des Manosque. C'est dans la Satan. Donc elle est à Marseille. C'est pour bien montrer qu'elle est de là-bas. Voilà. Okay. Et ensuite, elle va garder c'est elle-même, hein, donc qui choisit je pense, hein, à moins que Pascal Cros lui ait dit tu devrais prendre. Et est-ce que c'est lié à des traits linguistiques? Est-ce que c'est pour des raisons politiques? Est-ce que c'est pour des raisons… Je pense que c'est pour des raisons personnelles, parce qu'elle est très attachée à Manosque, elle est très attachée à sa famille qui est à Manosque. Elle est à Marseille parce qu'elle n'avait pas envie d'être à Marseille, je pense. Elle est partie parce qu'elle a divorcé, parce que c'était difficile de rester en tant que femme divorcée dans le lieu où avait eu lieu le divorce auprès de la famille de Pourcin, et parce qu'il fallait qu'elle vive, qu'elle mange. Et je pense que, comme beaucoup de Basalpins qui se trouvent dans des situations difficiles, c'était Marseille. C'est à Marseille que l'on refait sa vie. C'est pour ça que quand elle évoque le petit Savoyard, le texte, je n'ai pas eu le temps de le lire en entier, mais elle parle aussi quelque part d'elle et de l'exil des Basalpins. Oui, tout à fait. Même si le Savoyard, c'est bien plus haut. Mais donc, pour elle, c'est très important. Et quand elle est à Marseille,
dans sa tête, elle est à Manosque. Le Chichibu, c'est ça, cet oiseau, c'est Manosque. Elle aurait voulu rester à Manosque. Elle va apprécier peut-être d'une certaine façon d'être à Marseille par rapport à son lien avec l'Escole de la Mare. Et puis, elle a une capacité à rendre compte de la vie marseillaise, hein, qui est très étonnante. D'ailleurs, ça, c'est intéressant aussi. Ça rend d'autant plus Lazarine intéressante, c'est qu'elle est aussi une écrivaine de l'urbanité, d'une certaine façon. Ça, je trouve ça très intéressant dans cette époque-là. Et notons d'ailleurs que l'écriture de l'urbanité, c'est dans la Sarthan. Hein. Et ce n'est pas dans l'Aioli ou dans Sisteron Journal, hein, où elle écrira plutôt des textes sur Manosque, sur ses souvenirs, sur la Remembrance. Hein. D'accord. Donc, voilà. Moi, juste un élément, c'est que la présence de toponymes dans le nom ou plutôt le pseudonyme, chez les Félibres, c'est quelque chose de courant. Antonietto de Beucaire, Raimundo de Tarascon, Artaletto de Beucaire. Voilà, on Mais elles sont renvoie postérieures, non? à un lieu. Pardon? Elles lui sont pas postérieures? Elles lui sont contemporaines. Artaletto, là, je repris mes notes puisque je ne connais pas tout ça par cœur. Oui, moi non plus. Mais Raimondo de Tarascon, c'est 1887. Artaletto de Beucaire, c'est 1908, les années 10. Oui, c'est antérieur, c'est postérieur, mais voilà, ça correspond à un certain usage. D'accord. Ok. Bon, mais écoutez, il nous reste à remercier notre orateur distanciel, Sylvain, qui a bien œuvré, super. Dans mon micro. Et puis à remercier le public. C'est un des rares avantages que nous ayons dans la situation actuelle, c'est de pouvoir être éloigné et en même temps réunis autour on n'a pas de théâtre, on n'a pas de cinéma, mais au moins notre esprit vit par notre recherche. C'est déjà bien, quoi. Et puis, si vous êtes fidèle de notre séminaire, je crois, Cécile, que le prochain, c'est… Le 8 février, avec Marie-Jeanne Verny, qui nous parlera de Roselyne Roche, écriture féminine de l'après 68, focus sur Roselyne Roche. Très bien. Bon, ben, nous vous donnons rendez-vous à ce moment-là. Et entre-temps, merci à tout le monde. Portas bus pla, como se dit. Merci à